Les valeurs du luxe sont aujourd'hui au pinacle de la Bourse de Paris. Elles s'affichent à l'avant-garde du capitalisme français. LVMH, L'Oréal, Hermès, Kering. À L4, ces quatre géants mondiaux représentent 35% de la capitalisation boursière du CAC 40. Certains parlent des GAFAM à la française, les Cole, voire les Colk, en y intégrant Chanel. Comme le relève la journaliste Dominique Chapuis, il est loin le temps où Pompidou ringardisait ses industries en faisant l'emblème de la désuétude productive française, pays du bon vivre et du chic passéiste. Ce que valorise aujourd'hui la bourse, c'est le génie financier que recèlent les holdings qui intègrent les industries de ce qui est rare et cher, pour en extraire de la valeur actionnariale. Ces dernières intègrent un portefeuille de marques fortes, savent en démocratiser la demande sans en altérer l'image, renouveler leur force symbolique, la décliner à l'international et susciter le désir et le consentement à payer cher sous tous les cieux, toutes les cultures du monde. Au niveau de ces holdings, ce que l'on price, c'est 1. La force d'intégration qui permet de faire main basse sur les acteurs stratégiques, comme lorsque Bernard Arnault, avec Bulgari et Tiffany, se dote d'une force de frappe inégalée sur le marché de la joaillerie. 2. C'est la redoutable performance financière qui caractérise ces groupes, dont les fonds propres se renforcent avec la revalorisation des actifs intangibles, goodwill, écart d'acquisition, marques, droits d'utilisation, etc. 3. Des groupes dont l'endettement demeure modéré et associé à des niveaux de cash flow disponibles très élevés. 4. Avec en arrière-plan des ratios de marge et de profitabilité opérationnelle et financière hors normes, soutenus par des magasins gérés en propre qui permettent la maîtrise du prix. Et 5, enfin, avec des perspectives de croissance qui propulsent les multiples de valorisation à des niveaux vertigineux. C'est ce cocktail financiaro-immatériel qui fait flamber la valeur. Mais que représentent ces étendards du luxe en termes d'activité réelle, d'emploi sur le territoire? Comment irrigue-t-il le revenu national? La France dispose-t-elle, avec le luxe, d'un vrai moteur d'entraînement? Premier constat, le secteur du luxe est incroyablement extraverti. Prenons le cas de LVMH, par exemple, 93% de son chiffre d'affaires est réalisé hors France. Ce constat doit être atténué concernant l'emploi. Sur un effectif monde de 150 500 personnes, 22% est localisé en France, soit 33 000 personnes. Les données plus parcellaires des autres groupes indiquent une proportion de 16% pour L'Oréal, 20 à 25% pour Kering et de 63% pour Hermès, qui fait exception. Au total, sur un effectif monde de ces groupes de 291 000 personnes, on peut estimer à 66 000 le nombre d'emplois directs localisés en France. 35% de la capitalisation boursière et 0,3% de l'emploi salarié marchand en France. C'est 3 fois moins que l'automobile, malgré l'hémorragie de ces emplois, 2 fois moins que l'aéronautique et 30% de moins que la pharmacie. On peut se dire qu'il y a là une disproportion considérable, la même qui est souvent pointée d'ailleurs concernant les GAFAM aux États-Unis. Et qu'en définitive, ces grands montages financiers du luxe auraient d'abord vocation à enrichir ceux qui les détiennent, au premier rang desquels Bernard Arnault, 2e fortune mondiale, Françoise Bettencourt-Meyer, 11e fortune mondiale, François Pinault, 24e fortune. Une machine à créer de la richesse stratosphérique, avec un très faible pouvoir de ruissellement sur l'économie nationale, à l'instar des armateurs grecs par exemple. Mais à vrai dire, c'est une vision réductrice, faussée par la financiarisation de ces secteurs. À n'appréhender la filière qu'au sommet, là où se concentre la R&D, la stratégie, le design, le marketing et surtout la vente, on passe à côté de toute la chaîne amont de fabrication du luxe, la partie immergée de la filière. Cette dernière mobilise aussi et surtout des savoir-faire et des compétences rares, non substituables, pour partie ancrées sur le territoire. La mode, le cuir, l'horlogerie, les vins et spiritueux, les parfums et la cosmétique, il y a là un vaste écosystème de fabrication avec des bassins d'emploi comme la vallée de Brest pour le flaconnage ou la Cosmetic Valley. Il n'est pas aisé de dénombrer ces emplois dédiés à la fabrication. Si l'on se restreint à une définition plutôt étroite, vin effervescent, boissons distillées, tissage, confection, horlogerie, cuir, joaillerie, parfums et produits de toilette, art plastique, on dénombre de l'ordre de 100 000 emplois à ce stade de fabrication, avec néanmoins une tendance rampante à la délocalisation comme partout dans l'industrie.
En tenant compte de l'amont de la filière, on arrive donc à des ordres de grandeur qui se rapprochent de ceux de l'automobile, surpassent ceux de l'aéronautique ou de la pharmacie. Les évaluations les moins sélectives et plus douteuses, qui englobent toute la filière textile, vinicole ou l'hôtellerie-restauration de haut de gamme, avec des intentions promotionnelles, vont jusqu'à 500 000 emplois directs et 1 million d'emplois indirects. Mais fait moins contestable, le luxe est devenu en 2020 le premier poste d'exportation hexagonale et a dégagé un excédent de 24 milliards d'euros, supérieur à celui de l'aéronautique. Bref, la machine redoutable d'enrichissement des milliardaires ne doit pas voiler le fait qu'avec elle s'est bâtie une vraie force de vente sur des marchés dynamiques, un maillage de boutiques à travers le monde, véritable tête de gondole du Made in France, mobilisant des compétences sur les territoires, avec des effets d'image et de réputation qui étendent leurs effets bien au-delà du luxe, stricto sensu.